Bonjour et bienvenue au 8e épisode de notre vlog Pingouin. Aujourd'hui, on est avec Franck Privé de l'Espace Public microbrasserie de quartier. On va parler de tout plein de trucs, premièrement de l'espace public, mais aussi de la gestion de la croissance que vous vivez tranquillement. Vous avez des beaux projets de croissance. Comment trouver des solutions à certaines embûches, puis aussi l'esprit de partenariat que vous développez dans un marché qui est sensiblement très compétitif ou très saturé, en fait, dans la microbrasserie. Puis je trouve que vous l'abordez toujours d'un aspect très collaboratif, puis c'est super intéressant de voir. Je pense que ça va être intéressant d'entendre votre vision là-dessus. Donc, commence un petit peu par nous parler de votre histoire, de l'histoire d'amour de l'espace public. Je pense que c'est parti d'une belle histoire, en fait. En fait, l'espace public, c'est une histoire de coloc. Fait que c'est vraiment un trip de chum. Il y en a un qui a dit j'ouvre un bar dans Hochelaga. Embarquez-vous. Nous autres, on s'est dit ben écoute, si on peut brasser notre bière, on est in. Ça a commencé comme ça en 2011. En fait, en 2010, on a eu l'idée. Le projet s'est concrétisé en décembre 2011. Fait que c'est vraiment là que le Brewpub sur la rue Ontario a ouvert ses portes, au mois de décembre 2011. Puis, plus tard un peu, s'est joint à l'équipe Simon, notre brasseur, qui est devenu notre partenaire avec le temps aussi. Puis, on a décidé de mettre en canette nos produits en 2016. On voulait vraiment une microbrasserie de quartier. Ça veut dire qu'on voulait que les gens ici sentent comme dans leur deuxième salon. On voulait que ce soit très inclusif. Puis, on cherchait un nom qui représente tout ça. Puis en même temps, l'espace public, ça peut englober beaucoup de choses, mais c'est tout le temps ouvert, c'est inclusif. Je pense que ça respecte beaucoup l'idée derrière l'établissement. Très proche de la société, très proche du peuple, puis de vos clients aussi, je pense. Exact. Puis le pigeon, c'est venu plus tard. On n'avait pas... Quand on a ouvert l'espace public, on a vraiment mis de l'avant les valeurs de notre entreprise, comment qu'on voulait, on a pensé à comment que le bar soit. Puis, on n'a pas mis beaucoup de temps, on n'avait pas beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour mettre dans tout ce qui était image graphique, développement de la marque. Nos valeurs étaient vraiment en priorité. Puis, avec le temps, quand on a voulu distribuer nos produits, on s'est demandé comment on allait pouvoir élargir notre marque à des gens qui ne nous connaissaient pas, en fait, pour être certain que le message soit bien compris. De là, le pigeon. Pourquoi le pigeon? On a travaillé avec notre firme Écorce qui est featuring, pardon, en fait, on a travaillé avec eux pour trouver un logo qui pouvait facilement transmettre nos valeurs qu'on avait déjà, puis l'élargir à un plus grand public. Le pigeon, il est avant tout urbain, il est commun. On le retrouve partout, puis on en parlait justement avec Laurent ce matin, c'est qu'il fait un peu ce qu'il tente de faire. Il n'est pas. Il fait un peu ce qu'il tente de faire. Exact. En fait, c'est ça, c'est que c'est pas. Il n'est pas élitiste, il se tient en groupe, c'est très urbain, c'est très commun, puis en même temps, il n'y a pas de. Il n'y a pas de hiérarchie, il se promène un peu, il picore à gauche, à droite. J'adore les ça nous représente beaucoup, en fait, c'est ça. Puis, dans le fond, quand vous avez travaillé sur les valeurs puis la mission de l'entreprise, j'imagine que quand tu disais qu'au début, c'était ça qui priorisait, ils sont restés à travers le changement d'image là, que vous avez fait. Quand est-ce que vous avez changé d'image? En 2016, en juin 2016, on a lancé des canettes. Fait qu'on a commencé à penser à ça en 2015. Quand on a voulu vraiment élargir à distribuer nos produits. En fait, les valeurs ont tout le temps été une partie importante de l'espace public. En fait, on a tout le temps laissé une grande place aux gens. Puis une partie de notre succès s'explique beaucoup par nos employés, les gens avec qui on a collaboré. Puis quand on a tout le temps laissé une grande place à ces gens-là, puis quand on s'assure que les valeurs soient bien transmises, c'est ça qui nous permet de donner de la liberté à nos employés parce qu'ils nous comprennent, puis on leur fait confiance parce qu'on sait qu'ils vont être capables d'agir comme on veut qu'ils agissent. Pas qu'on impose une façon d'agir, mais qui comprennent c'est quoi nos valeurs puis qui agissent en conséquence. Comme ça, il y a une relation de confiance qui s'établit aussi, puis une grande liberté. Puis je pense que nos employés, ils en profitent beaucoup dans le sens que ce soit du serveur au brasseur, au gestionnaire, le serveur, il rentre à l'espace public, il met sa musique. Il est responsable de sa musique, il est responsable de comment il traite sa clientèle aussi. Le brasseur est responsable de sa bière, le gestionnaire est
il est responsable de comment il va gérer son établissement. Fait que il n'y a pas juste une seule personne en haut qui fait de la micro-gestion. Fait que c'est vraiment une question de confiance, une question de responsabilité aussi. C'est super intéressant parce qu'on parle beaucoup d'image de marque dans d'autres épisodes. Puis les valeurs, les missions, tout ça, ça revient toujours, je pense, comme étant le core d'une entreprise. Puis c'est quelque chose qui, chez nous aussi, est très implanté, où les valeurs sont au centre de tout ce qu'on fait. Fait que je pense que en fait, ça profite à tout le monde parce que l'employé, dans son travail, il ne se pose pas de questions. Puis nous autres, on ne pose pas de questions sur le travail des employés non plus. Tout se fait de manière plus naturelle aussi. Ouais. C'est important. Puis est-ce que cette image de marque-là, en fait, ces valeurs-là que vous avez mis en place en 2016, en fait, le marché de la microbrasserie, c'est un marché qui est très saturé, qui est en pleine explosion. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à vous démarquer ou comment vous vous positionnez dans ce marché-là? En fait, on a vraiment... quand on a décidé de lancer nos canettes en 2016, on est vraiment été avec 3 bières-sûres, ce qui était un peu comme un statement, de dire, nous autres, on y va pas à moitié, on y va à fond. Les bières sûres, au départ, c'était vraiment des bières saisonnières, c'est-à-dire qu'une brasserie va avoir ses classiques, puis après ça, une fois dans l'été, il va lancer une bière sûre. Nous autres, on s'est dit, on va se différencier des gens, on voulait vraiment... fait qu'on est allé vraiment avec 3 produits différents qui s'affirmaient aussi, d'un autre format en petite canette aussi. C'est des canettes imprimées, fait qu'on a comme dit... on y va pas à moitié. Ouais. Fait que ça a été vraiment ça. Puis aussi, il y a toute une notion de bière innovante, mais aussi des bières qui sont accessibles. Fait que, Okay. tu sais, nos produits sont vraiment pour le grand public. Fait qu'en lien avec l'espace public, si on veut, votre image de marque. Votre image de marque, on travaille de près et de loin ensemble là, sur plusieurs petites choses, mais vous y tenez beaucoup, vous en reparlez souvent. Est-ce que vous considérez que ça vous rapporte avec toute la croissance que vous vivez depuis le début? Penses-tu que c'est quelque chose que vous avez fait un bon coup, en fait, de travailler là-dessus? Ben oui, je pense que oui. Je pense que, comme on a dit tantôt, ça nous aide, même pas juste avec les employés, mais en tant qu'entrepreneur, on est 5 dans le business. Ouais. Ça facilite les décisions dans le groupe aussi, puis ça garde une certaine cohésion aussi, s'assurer qu'on garde le cap. Le marché de la microbrasserie, ça va vite, ça va très vite aussi. Fait qu'en ayant... ça nous facilite vraiment de dire, OK, l'objectif, c'était ça. Puis même si faut réajuster le tir des fois, on va à gauche, à droite, mais qu'on garde la direction puis qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on veut à long terme. Puis à travers tout ça, vous avez parti la micro. Vous avez vécu une certaine croissance, vous avez sorti vos canettes. Ça roule, somme toute, très bien. Vous voulez avoir un nouveau projet, donc vous voulez implanter un projet d'usine. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le projet? En fait, l'usine, le but premier de l'usine, c'est qu'on travaille tout ensemble. Moi, j'avais un autre job. On ne travaillait pas tout à temps plein à l'espace public. Puis, c'était vraiment de trouver un projet qui nous permette de tous travailler ensemble, de revenir à l'essentiel aussi. C'est-à-dire que moi, coloc, là. Ouais, c'est un peu ça. Moi, je travaillais sur la Rive-Sud. J'habite dans Hochelaga depuis longtemps aussi. Puis là, de revenir dire on revient travailler dans le hood, on travaille ensemble, on vient travailler en vélo ou à pied, c'était vraiment important. Puis c'était naturel aussi. Par contre, c'était pas notre première idée, l'usine. C'est vraiment, en fait, c'est notre 4e plan d'affaires, je pense. On avait plusieurs idées avant ça. On voulait faire un autre brewpub, un beer garden, même une micro-distillerie. Puis, on parlait de garder le cap tantôt, puis quand on a tous fait les autres plans d'affaires, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Soit ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait à ce moment-là, soit ce n'était pas rentable. Puis, au fil des années, ce qui s'est démarqué comme projet, c'est vraiment le projet d'usine, puis de mise en canette de nos produits. Puis comment, en fait, tous les plans d'affaires que vous avez essayés, en fait, que vous avez faits, qui ne passaient pas le test, sont allés au shredder. Au shredder, oui, c'est ça. Est-ce que l'usine était là depuis le début, puis vous avez essayé 3-4 choses, puis finalement l'usine, ou c'est plus une suite logique des choses? Non, en fait, l'usine, pas qu'on avait repoussé ça, c'est que c'est un gros projet aussi.
Puis, il y avait, tu sais, il y a beaucoup de microbrasseries qui ouvrent depuis plusieurs années, puis il y en a encore plus dans les prochaines années. L'importance de se démarquer, ça, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on a pensé, c'est peut-être en premier à d'autres brewpubs, mais l'énergie est différente. On voulait vraiment tomber dans quelque chose de plus, d'autres défis. Défis de l'usine d'industrialisation. Distillation, on y avait pensé aussi beaucoup. Pour l'instant, financièrement, c'était impossible pour nous autres que ça fonctionne. OK. Puis l'usine, c'est venu naturellement, mais c'est ça. Puis comment on construit ça, un projet aussi d'une si grosse ampleur? Parce que là, une usine, c'est pas juste une microbrasserie avec des tables, des chaises, puis là, on parle de vraiment... c'est un plan d'affaires. Il n'y a pas de secret. Le plan d'affaires est très, très important. Tu sais, on présente un plan d'affaires d'à peu près 20 pages aux banques. Il y a peut-être 50 tableaux de calcul derrière ça. C'est pas... Puis la raison pour laquelle on fait un plan d'affaires, oui, il faut le présenter aux banques, il faut chercher du financement, mais on le fait avant tout savoir si un projet est rentable ou non. C'est important comme on l'a dit tantôt, on a fait d'autres plans d'affaires avec, puis ils ont pas passé l'acid test. On les a trempés dans l'acide, ils sont sortis, c'était pas rentable, ça ne fonctionnait pas. D'où l'importance de suivre des objectifs réalistes. Puis en même temps, on a une entreprise qui est ouverte, qui fonctionne depuis 2011, fait qu'on a quand même des chiffres. Même si on n'était pas dans la distribution de produits, on a des états financiers, dans le temps, on avait des chiffres à analyser. Puis on a fait aussi comment je pourrais dire, une planification. Il faut savoir est-ce que dans tes ventes, est-ce que tes produits, est-ce que tu suis ta planification? C'est important. Puis, tu sais, au niveau des compétences, là, c'est sûr que je pense qu'avec les 5 partenaires, vous avez certains champs d'expertise chacun. Peux-tu nous faire un petit breakdown de comme qui fait quoi? Parce que j'imagine que, tu sais, c'est ça, tout est en génie, mais c'est pas tout le monde qui a ton expertise ou ton expérience ou tes connaissances. Il y en a d'autres qui ont d'autres forces. Comment vous mariez tout ça pour construire un projet comme ça? Tu sais, on a tout le temps, comme je disais tantôt, nos valeurs aussi, c'est laisser beaucoup de place aux gens. Puis la confiance que tu as. Tu sais, on est comme une équipe, on est 5 partenaires. Simon, c'est le brasseur, c'est vraiment le cerveau en arrière de toutes les bières. Simon aussi, c'est un peu la Simon, folie. Merci, c'est un peu la folie, c'est tous les partnerships, les autres, des brassins collaboratifs, c'est ça. Pierre, c'était beaucoup le gars qui était beaucoup dans la communication, qui allait chercher les gens, qui était dans... qui nous aidait à développer des événements, à aller chercher beaucoup dans l'image, dans la relation avec la clientèle. Ouais. Les 3 autres, moi, Dominique et Rémi, on a un rôle pas plus discret. Rémi, c'est lui qui s'assure qu'on est capable de payer nos billes à la fin du mois. Donc, ça, c'est pas le rôle le plus important, en fait. Moi, Dominique, c'est tout ce qui est travaux, maintenance, entretien d'équipement. Moi, c'est plus développement de système de brassage. Dans mon rôle, par exemple, dans l'usine, c'est vraiment de monter le système de brassage, la ligne de production, etc. Okay. On a chacun nos rôles, sauf que c'est quand même assez important qu'on soit impliqué dans tous les aspects. Ouais. Il faut qu'il y ait un aspect de confiance. On fait confiance à chacun dans chacun un peu son département, mais il faut aussi qu'on ait une vue d'ensemble du projet si on veut si on veut avoir des bonnes discussions en CA. Vous ne pouvez pas partir chacun de votre bord, travailler. Puis non, c'est un travail d'équipe. Puis, tu sais, quand on a décidé d'ouvrir l'usine, la raison première, c'est qu'on veut travailler ensemble. Je ne veux pas travailler tout seul dans mon bureau. Je ne veux pas que Simon travaille tout seul sur sa plateforme de brassage. On veut travailler ensemble, même qu'à l'usine, Simon, il va chapeauter le brassage, mais moi et Dominique, on va retourner au brassage à nos premières amours. Fait que il y a beaucoup ce travail d'équipe-là qui est très, très important à l'espace public. Puis justement, à 5 têtes, vous devez être quand même assez structuré, j'imagine, pour en fait, les rencontres puis tout ça. Oui. En fait, c'est... même ça commence au brewpub. Au brewpub, il y a des rencontres hebdomadaires chaque semaine avec tous les employés de gestion, l'équipe de gestion. Le CA, on n'en a pas autant qu'on voudrait en avoir, sauf qu'on est assez... comment je pourrais dire ça? Le CA est très important. Il faut respecter un horaire très strict sur les CA, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur d'en rapprocher un si on a des questions urgentes. Puis même là...
avec le temps, on a vu qu'au CA, on avait vraiment notre ordre du jour très précis. Les chiffres, les événements à venir, un retour sur les événements passés, qu'est-ce qu'on fait dans le futur, etc. Puis, quand on amenait d'autres sujets plus importants, le lancement d'un nouveau produit ou une situation spéciale, négative ou positive, c'était important de l'amener à une autre rencontre qu'un CA. Un CA, c'est trop lourd. On a eu beaucoup pas de tension, mais je veux dire, quand on a des CA moins efficaces, c'est quand on a essayé de mettre trop d'informations en même temps. Fait que je suggère aux gens qui sont en train de mettre un CA en place, gardez le jour très strict, très serré pour un CA, puis dès qu'il y a des trucs un peu plus crunchy à discuter, c'est le fun de faire ça dans un restaurant ou en train de prendre une bière ailleurs, pas à l'espace public, ailleurs que chez vous. Ailleurs que chez vous. Mais oui, c'est important quand on a des décisions importantes, de donner un temps juste pour ça aussi. OK. Puis, tu sais, dans le fond, assurément que quand vous êtes parti, il y avait peut-être moins de structure. Tu sais, est-ce que vous avez fait des apprentissages clés pour dire, regarde là, cette façon de fonctionner là, ça marche avec nous, puis comment vous avez organisé tout ça? Bien, on parlait tantôt de confiance puis de responsabilité. Puis, je pense que les employés à l'espace public, tous nos employés l'ont vraiment bien compris. En fait, ils agissent avec nous comme des partenaires. Chacun a ses responsabilités, puis on leur fait confiance aussi, puis chacun amène l'épaule à la roue un peu. Là. Fait que c'est plus facile comme ça. Exemple, quand on fait un CA, chacun a ses éléments à apporter. On repart du CA, chacun sait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Puis toutes les tâches sont... Quand c'est clair, les gens, ils connaissent qu'est-ce qu'ils doivent... Ils connaissent leurs tâches, ils connaissent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ça réduit au maximum les conflits, en fait. C'est ça. Très intéressant. Malgré votre projet, en fait, votre projet d'usine sur papier, tout ça, tout roulait, les approbations, tout ça, vous avez réussi à aller chercher du financement. Mais là, vous êtes arrivé à des petites problématiques. Ouais, mais ce que je trouve fascinant dans tout ça, puis c'est une des raisons principales pourquoi je voulais qu'on jase un peu aujourd'hui, c'est que vous avez réussi à sortir tous les produits que vous vouliez sortir, que vous aviez pensé faire avec l'usine, mais que vous les aviez sortis quand même. C'était quoi les embûches, puis comment vous êtes arrivé à des solutions? En fait, pour commencer du début, ça a été... on a décidé, quand on a décidé de lancer nos produits en canette, d'avoir une usine, on a vraiment... on n'a pas été aller chercher du financement avec, en exemple, des anges investisseurs. On a vraiment gardé ça à l'interne. Fait que ça a été d'autant plus long parce que notre financement vient du Brewpub avec les banques aussi. On n'a pas d'autres partenaires, on est vraiment les 5 associés. Puis ça a été pas mal plus long à avoir le financement qu'on aurait espéré. Puis c'est un mauvais timing, tu sais, avec... On avait un local, pas de financement, on a eu le financement, on a perdu le local. Là, on est en recherche d'un local. On travaille fort là-dessus. C'était important, je pense, quand on parlait tantôt de plan d'affaires, on avait quelque chose de très spécifique en tête dans notre plan d'affaires. Puis, on espère que c'est la bonne décision de retarder le projet. En fait, on avait d'autres possibilités, sauf qu'on a décidé de ne pas le faire puis de garder notre objectif en tête. On va savoir si c'est payant dans le futur. Ouais, je ne suis pas trop inquiet. Je pense que vous faites des bons mots quand même, puis vous réfléchissez puis pas de là, mal. en fait, c'est que c'est important étant donné qu'on n'a pas ta question sur les produits, étant donné qu'on n'a pas encore d'usine, il y a plein de choses qu'on était censé faire avec l'usine. Exemple, le vieillissement barrique. Ces produits-là n'étaient pas censés être lancés à sous-contrat, mais avec notre propre usine. Puis on a décidé de le faire parce qu'on voulait garder le cap, justement. C'était important on ne voulait pas tomber dans une espèce de marasme, de dire « Ah, on n'a pas encore d'usine. On n'a pas encore d'usine. » Fait qu'on a dit « Si on avait notre usine, qu'est-ce qu'on ferait? » Puis on a vraiment décidé on garde le cap. Ouais. C'est un peu quand on parlait tantôt, on a un cap, puis on déroge un peu de la route, mais on revient, puis on reste en ligne droite un peu. Puis, je pense que on en a déjà parlé avant aujourd'hui, mais ensemble, qu'est-ce qui vous garde motivé dans tout ça? De dire, ben là, finalement, le local, ça retarde un peu le projet d'usine, mais vous réussissez quand même à avancer, là, à passer des étapes, puis sortir des produits. En fait, c'est tout... c'est pourquoi qu'on attend aussi, c'est tout un sacrifice pour... C'était quoi notre projet idéal?
Quand on a fait le brewpub, on a ouvert avec nos marges de crédit étudiantes. Fait qu'on a à peu près tout reconstruit, démoli, refait. On a un projet idéal en tête. Puis pour l'instant, notre échéancier nous est encore bon pour dire qu'on ne déroge pas de ce qu'on a en tête. OK. Fait qu'on va garder la route là-dessus. Puis on a tout le temps, la motivation vient de... ça vient de là, en fait. C'est que moi, j'ai lâché mon travail. On veut tous travailler ensemble. Comment qu'on s'assure que c'est qu'est-ce qu'on voulait, en fait. OK. Puis est-ce que, tu sais, là, vous êtes comme dans un buffer qui était toujours dans le cadre du projet, mais est-ce que vous aviez prévu ce genre d'embûche-là? Non, clairement en fait, pas. non, clairement pas. J'ai lâché mon travail. Je travaillais dans l'acier. J'ai lâché mon travail au mois d'août. En espérant pouvoir travailler directement sur le montage de l'usine. Ça va faire 8 mois bientôt, puis il n'est pas encore sa place. Sauf qu'on profite de ça pour optimiser, peaufiner un peu le projet, discuter, rencontrer d'autres gens qui ont fait le même... on parlait d'esprit de collaboration tantôt là, avec les autres microbrasseries. Ben, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de nos amis qui ont des microbrasseries. Je peux parler avec eux autres. Où est-ce que tu as pris ton équipement? Quelle décision tu as prise? Qu'est-ce que tu fais pour ça? Fait qu'on en profite pour peaufiner. Ça nous rassure en même temps. Mais c'est frustrant. C'est très frustrant. Mais est-ce que vous en profitez aussi pour vous préparer d'autant plus que, dans le fond, au lieu d'avoir l'usine puis de préparer au fur et à mesure, ben là, vous allez être 2 fois plus préparé quand vous allez avoir votre local? Ou... Oui. Je pense que oui. Comme on avait dit, on avait... dans le sens que vous ne chômez pas, là. Non. Ben, c'est son travail sur tous les nouveaux produits. Exemple, on a commandé, on a un food qui vient d'arriver d'Allemagne. Fait qu'on a un beau jouet, qui vient d'arriver. C'est un peu cet esprit-là de dire, on garde la roue qui roule pareil. On fait nos assemblages de bière, on travaille fort pour les produits l'année prochaine. On a justement demain, on a notre brainstorming pour les produits de l'automne. Fait qu'on est déjà on a déjà deux autres produits en tête. Puis même si on veut les lancer au mois de septembre, il faut faire le design, il faut commander les canettes, il faut préparer un peu comment on veut travailler ces produits-là. Puis justement, pour maintenir ce cap-là, vous avez des partenaires qui vous aident là-dedans. Je pense que c'est assez important de s'entourer de gens qui peuvent te... En fait, nos bières sont brassées par Hochelag puis sont distribuées par Transbrou, 2 compagnies sœurs. Il y a beaucoup de relations de confiance là-dedans. Tu sais, Hochelag a notre bébé en main aussi. Ouais. Parce que, tu sais, ils brassent nos produits. En même temps, on apprend avec eux aussi. Tu sais, on fait... on est comme dans une... C'est comme si on avait notre usine, en fait, mais on brasse avec ça. C'est pas nous qui brasse. Ouais. Fait que c'est quelqu'un d'autre qui a notre produit, mais le travail de communication est ultra important. Puis la relation de confiance aussi. Ouais. Les gens là-bas, ils nous comprennent aussi qu'est-ce qu'on veut. On établit une relation assez importante. J'imagine que c'est un peu comme délégué. On en parlait un peu avant, mais c'est un problème. Ben, pas un problème, mais c'est une étape qu'il faut franchir quand on entreprend des projets comme ça. Je pense que quand il vient le temps de déléguer, il faut comme accepter que ça ne soit pas fait exactement comme nous, on l'aurait fait, mais... Oui, mais il faut accepter aussi que, tu sais, il ne faut pas arriver exemple, arriver avec nos grandes bottes et dire c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme, non, c'est ça. On a notre produit, on parlait tantôt de, pas nécessairement d'erreur, mais de dire c'est pas notre façon. Est-ce qu'on l'aurait fait mieux que ça? Est-ce qu'on aurait fait moins bien, pire? Ou, je pense que, comme on dit tantôt, on laisse beaucoup de place aux gens. Puis tu sais, les gens chez Hochelag, on parle avec Julien de Brassard là-bas, on travaille ensemble à la rémunération de nos produits. On discutait dernièrement de la Balcon, exemple, notre bière à la framboise. Ouais. Il y a toujours des risques de refermentation parce qu'on met les framboises en bright tank. Là, on a décidé de prendre une décision. On fermente les fruits à 100%. Fait que pour ça, il faut ajouter plus de fruits. Ben ça, c'est pas nous autres qui disons hey, on va faire ça. On a discuté avec Julien. Il faudrait réduire les risques de refermentation en canette. Fait que là, on parle ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. On va refermenter les fruits, mais on va acheter plus de fruits. Comment tu rajoutes 20, 10, 15, 30 % de fruits?
c'est pas nous autres qui décident justement de ça aussi, c'est une discussion avec Julien. C'est vraiment un travail de soutien qu'il vous offre aussi. Exact, c'est en plein ça. Puis, tu sais, Caroline, ta production, ben écoute, les gars, votre bière, il y a quelque chose, on peut-tu la déplacer, on peut-tu la remettre en. Qu'est-ce que je fais avec ça? Vous voulez lancer quand? C'est une discussion qu'on a avec eux aussi. On peut pas. C'est plus que de la sous-contractance, c'est du partenariat, en fait. Là. Ouais. Puis, c'est super important. Je parle combien de kegs, combien de canettes. On parle avec la personne au téléphone, il faut laisser la place de décision à ces gens-là parce que c'est les mieux placés pour prendre des décisions. Exemple, ça pourrait être l'atténuation d'une bière, exemple, quand est-ce que je l'arrête, quand est-ce que j'attends autant que c'est une question de confiance. Ouais, c'est intéressant, ce partenariat-là. Puis justement, dans l'esprit de partenariat, on peut penser que le marché de la microbrasserie, c'est super compétitif parce qu'on voit des produits sortir comme des petits pains chauds tout le temps. Moyennement que tu suis quelques pages Facebook de distributeurs, de dépanneurs de microbrasserie, les produits, ça rentre. On dirait qu'on a trop de choix. Est-ce que c'est compétitif ou on se trompe parce qu'il y a plein de produits qui sortent? Mais je trouve que vous faites souvent des collaborations comme la Beau Risque avec l'Ontario. Vous trouvez toujours une solution. Bien, pas une solution, mais je trouve que vous l'abordez souvent en esprit de collaboration. Puis, est-ce que ça représente le marché ou vous optez dans une direction différente? En fait, les collaborations sont surtout mises en place par Simon, notre brasseur qui est très... il a mis ça en place depuis le début. Dès qu'il a commencé à brasser à Sports Public, il a mis les soirées des brasseurs, il a invité des brasseurs à m'expliquer le produit au bar, etc. Je pense qu'après ça, il y a une notion de... Justement, t'en parlais, ça va extrêmement vite. Puis, il y a une notion de partage de connaissances qui est assez importante avec ça. Exemple, avec le Beau Risque de Mian City. On a lancé une bière au Québec qui s'appelle le Beau Risque, mais eux autres, ils ont lancé une autre bière en Ontario qui s'appelle Ciudad de Paloma, puis c'était autre chose. Paloma étant pigeon le en pigeon. espagnol. C'est très Ils ont fait cool. une lager sûre à la lime, un peu une inspiration libre d'une Corona, un peu surette avec de la lime. Ils n'avaient jamais fait de sour avant. Quand est-ce qu'on en a au Québec? Je ne sais pas s'ils vont la refaire cette année. Ça serait quand même intéressant d'aller goûter, mais aller à Ottawa, ça serait super. Vous allez voir, c'est une super de belle brasserie. Dominion, les gars sont vraiment cool. Mais c'est ça, je pense qu'ils n'avaient jamais fait de sour. Simon est allé brasser une sour avec eux. Eux autres, ils avaient plus d'expérience dans les bières plus houblonnées. Fait qu'ils ont partagé, ils ont fait de la recette avec Simon. Ils ont dit non, on aimerait ça, mais un houblonnage de telle façon, un dry-up de telle façon. Fait que ça change un peu. Il y a un partage de connaissances assez important si on veut rester up-to-date. Exact. Au jour, ça va trop vite. Présentement, on parle souvent de la levure Vike qui vient de la Norvège, une levure norvégienne. On l'utilise depuis plusieurs mois au bar, mais c'est comment tu l'utilises, à quelle température, combien de temps de fermentation. C'est des choses que, pour présentement, ou qui se trouvent plus ou moins sur Internet, sans parler aux autres brasseurs par expérience. Exemple, là, on a acheté un Food qui vient d'Allemagne. C'est quoi ça exactement? Un Food, c'est un baril de 3000 litres. Okay. Il y a eu du vin pendant Tradition. Oui, un baril Food, c'est un baril de fût de chêne qui a eu à peu près, le nôtre, en fait, il y a eu du mélo à peu près une trentaine d'années. Okay. En rotation. Puis, c'est une grosse bébite qui vaut cher. Puis, tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux mettre de la bière, mais quand est-ce que je transfère ma bière dedans? Combien de temps? Avec quelle levure? Ben ça, c'est... on appelle nos amis brasseurs pour leur poser des questions. Fait que c'est un peu ça. Puis ça, c'est important de semer un peu à gauche à droite des amitiés avec ça pour avoir des partenaires là-dedans. Parce que si vous mainteniez, mettons, votre expertise dans votre coin, c'est sûr qu'il y a moins de développement, en fait, qui peut se faire. Fait que d'être plus collaboratif, plus de partenariat, ça vous amène à développer plus de choses. Oui, exact. Puis à se redéfinir aussi puis à améliorer des produits. On aime beaucoup notre reflet noir à Rouen puis Alex. Alex, on a sorti la brette pour boîte ensemble. Il amène autre chose. Écoute, les gars, je ferais ça de telle façon. Fait qu'on s'améliore aussi là-dedans. Faut pas avoir peur de se remettre en question. Puis
faut s'améliorer, puis s'il faut pas être jaloux, peu importe. Mais est-ce que tout le monde est réceptif à ce genre de collaboration-là ou vous sentez que c'est certain? Je pense que c'est plus... c'est pas de la compétitivité, je pense que c'est juste de s'adonner avec quelqu'un ou non. C'est la même chose qu'en amitié. En affaires, t'aimes, en réalité, pourquoi tu vas contacter une microbrasserie en premier? Peut-être que tu aimes ses produits, ça clique avec toi, après ça, tu jases avec le brasseur. Des fois, il y a peut-être des relations qu'on aurait eues, mais que par addon, on ne s'est pas rencontrés ou on ne s'est pas parlé. Mais souvent, c'est un mélange de ça, c'est un mélange de hasard, puis de feeling, de comment qu'on... C'est la même chose qu'en amitié. Des fois, tu as des atomes crochés avec certains brasseurs, des fois, tu n'en as pas. Je pense que c'est plus ça que compétitivité ou non compétitivité. Puis est-ce que vous avez un objectif de développement ou de partenariat ou ça y va vraiment plus au feeling? Ça va au feeling, sauf que on en parlait tantôt dans nos valeurs, le contact avec les gens, c'est probablement ce qui prime à bord dans tout l'espace public. Ouais. Autant avec nos employés, nos clients, puis les autres microbrasseries, nos partenaires. Fait que ça va toujours faire partie de nos valeurs. On y va au feeling, par contre, mais c'est ça. Puis sinon, dans vos expériences de collaboration, est-ce que vous avez l'impression que sans ça, vous seriez à la même place aujourd'hui? Probablement pas. On aurait fait peut-être d'autres choix. Peut-être que ça aurait fonctionné autrement aussi. Je sais pas. Faudrait le tester. Ouais, c'est ça, on peut pas trop. Mais non, on a plein d'idées. On va voir ce qu'il y a d'avenir nous. Cool, mais je trouve ça vraiment le fun, comment vous éliminez un peu la compétition ou que vous l'abordez complètement différemment que beaucoup d'autres domaines pourraient l'aborder. Cet esprit-là de deux microbrasseries qui se jasent, puis au final, vous vendez des produits qui sont en compétition, mais là, avec exemple Dominion, les deux, vous êtes gagnants de cette relation-là, en fait. Là. Oui, c'est ça. Je pense que l'idée aussi, c'est ça. C'est important qu'il y ait un partage des connaissances, mais aussi on ne veut pas parler de bénéfices ou non, mais sauf que faut pas qu'il y ait quelqu'un qui se sente perdant non plus là-dessus. Là. Ouais. C'est ça. Comme les fameux échanges de services. C'est... Quand tu prêtes ton char à ton chum, tu veux qu'il te prête son char aussi quand tu veux, quand tu en as besoin aussi. Là, fait que c'est ça. Parfait. Comment a commencé la relation, en fait? Parce que là, vous étiez dans le projet de la microbrasserie, puis vous vouliez lancer des canettes. Puis là, plusieurs années plus tard, vous êtes avec Hochelag, mais c'est quand même eux qui ont aidé à mettre en place. C'est quand même drôle parce que le projet, dans notre tête, est né avant l'ouverture officielle de Hochelag. Puis le projet des canettes de l'espace public. Oui. Okay. En fait, ça s'est fait conjointement parce qu'on a fait une collaboration avec Glutenberg. Okay. Pour une des soirées du brasseur, justement. Puis Gabriel, le brasseur, était venu brasser chez nous. Puis, au même moment, on était en train de brasser des lagers, la Hochelag. Puis, on est en train d'officialiser pour faire un dépôt de marque pour Hochelag, pour une future marque de bière en canette, une blonde, une lager. Puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait Glutenberg, il y avait une autre marque qui s'appelait Hochelag, qui utilisait déjà je pense, pour des ventes en Italie ou à l'international de bière. Fait qu'on s'est comme... on a parlé pour les droits de marque. Puis on s'est comme... on a discuté avec des avocats en premier. C'est quand même drôle. J'imagine que ça s'est bien passé. On a aimé notre relation parce qu'après ça, Hochelag... les gars de Glutenberg ont dit, by the way, vous allez l'air à chercher une place au brasser, on va ouvrir une usine puis on va avoir de la sous-contractance. Okay. Fait qu'on a fait comme, on veut brasser chez vous. Parce qu'on on cherchait déjà un endroit où brasser notre bière en canette à sous-contrat. Parce que là, le projet de l'usine. En fait, c'est ça. En fait, la façon que ça fonctionne à Montréal, c'est que si tu veux te faire financer une usine, il faut que tu vendes la bière avant de la brasser. Fait que le seul moyen. Ou la poule. C'est ça. En fait, nous autres, la réalité, c'est qu'il fallait avoir, avant de pouvoir passer à la banque,
pour du financement, les banques nous demandaient combien de bières vous vendez par année. Ben, on en vend au brewpub, mais on n'en vend pas à canette parce qu'on n'a pas d'usine. Ben, il dit, si vous voulez avoir une usine, il faudrait que vous vendiez de la bière. Fait que de là, il a dit, ben, on n'aura pas ça, il va falloir brasser de la bière sur contrat. Fait que, puis de là, notre rencontre fortuite avec les gens de Glutenberg, puis et éventuellement Hochelag. Fait qu'on a fait partie des 3. Il y a 3 partenaires qui ont commencé à brasser avec Hochelag. Il y avait nous, il y avait Vox Populi, puis il y avait Avant-Garde Jukebox. Qui, eux, en fait, ont ouvert leur usine. Oui, en fait, ils ont ensemble, eu, je pense, il me récemment. semble qu'ils ont eu le permis de brassage très, très récemment. Ouais. Ça devrait rouler très bientôt. Ouais. Puis la relation, en fait, avec Hochelag, au-delà de brasser votre bière, ils ont quand même facilité certaines étapes dans les canettes, dans tout ça. Fait que ça a été quand même assez important pour vous, ce partenariat. En fait, nous autres, c'est ça. Nous autres, on commande, on établit les recettes qu'on brasse au brewpub. Hochelag nous demande d'avoir déjà brassé nos prototypes. Par exemple, Fait que vous faites vos tests à micro. On fait nos tests à micro au pub. Fait que s'il y a des nouveaux produits qui sortent à l'automne, vous avez sûrement déjà vu nos produits qui vont sortir. Allez faire un tour à l'espace public avant. Après ça, on commande nos canettes. On discute avec eux comment on peut faire un scale-up du brassin. C'est vraiment une discussion avec le brasseur en chef là-bas, Julien. Fait qu'on fait un meeting. Simon dit, il explique l'idée derrière la bière, il explique notre recette. Qu'est-ce qu'on a fait après ça? On fait un scale-up de 500 litres à 3000 litres de bière. Comment ça marche? Est-ce que c'est les mêmes recettes copier-coller ou y a-t-il Pas des tout choses à fait, qu'il faut en fait, ajuster? parce qu'on s'assure que la bière goûte la même. Que l'objectif du goût qu'on veut soit respecté dans le scale-up. Il n'y a rien de mieux. La personne la mieux placée pour nous aider, c'est le brasseur qui est habitué avec son système. Ouais. Fait qu'on va dire, écoute, je suis plus efficace dans ce coin-là, fait qu'on va mettre ça. On va changer un peu. Après ça, nous autres, même au courant du premier brassin, on peut ajuster aussi la recette. Je sais que, exemple, la ruelle, on a changé le profil de dry-up sur le temps. On parlait tantôt de la balcon, ben dernièrement, on a changé la façon d'ajouter les framboises dans la balcon aussi. C'est un peu tout ça. Fait qu'on brasse vraiment avec Hochelag. Après ça, Hochelag met nos produits en canette. Une fois que ces produits-là sont brassés, ils sont transférés chez Transbrew, la compagnie sœur qui distribue nos produits. Fait que les autres Transbrew ont vraiment un rôle de représentation, de vente et de distribution. Okay. À cela, nous autres, on a ajouté Laurence à l'équipe, qui est notre représentante / ambassadrice. Elle ne prend pas de vente, sauf qu'elle s'assure que nos clients, les dépanneurs, les restaurants, etc., soient satisfaits aussi. Elle va faire des dégustations. Elle va pousser un peu plus loin la relation avec le client. Avec la marque, là, vraiment sortir la marque. C'est vraiment une ambassadrice. Puis eux autres, après ça, elle appuie un peu le travail des représentants de Transbrew pour la distribution puis la vente de nos produits. Cool. Puis concrètement, encore là, avec Hochelag, dans le fond, Simon travaille de très, très, très près avec l'équipe d'Hochelag. Ouais. Puis quand tu parlais tantôt, là, c'est eux qui ont votre bébé entre les mains. Dans le fond, c'est eux qui brassent, c'est eux qui touchent à leurs outils puis à leur système. Fait que vous avez vraiment un lien de confiance qu'il faut qu'il soit absolument maintenu. Là. Il faut. Tu sais, exemple, on parle du foudre. C'est un équipement qui est très, très dispendieux. On l'a apporté, il est chez Hochelag. C'est eux autres qui en prennent soin. C'est eux autres qui vont faire l'entretien. C'est eux autres qui vont faire les transferts de bière, etc. Fait que c'est ça. C'est beaucoup de communication. On parle avec les gens là-bas, comment on peut réajouter une telle ou telle recette, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le produit, etc. Si on résume un peu la discussion d'aujourd'hui en entrepreneuriat, dans tous les domaines, je pense qu'il y a des hauts, il y a des bas. Vous êtes en croissance, vous avez des projets de croissance, mais vous vivez certaines embûches. Vous trouvez toujours des solutions, il faut garder le cap, comme on disait tantôt. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de voir de l'espace public dans 5 ans, mettons? Une usine? Une usine! Une usine avec autant de fun. En fait, j'espérais que dans 5 ans, il y a certains de nos produits qui soient devenus des classiques. Puis aussi, on aimerait repousser encore les limites, toujours en restant dans la bière fun, accessible, mais aussi innovante, qu'on puisse essayer des trucs assez intéressants, sans trop s'éparpiller. Mais j'espère vraiment qu'il y a certains de nos produits, je pense, qui ont un réel potentiel de devenir des classiques. Puis
J'espère. Fun, toujours fun. Toujours du fun, toujours du fun. Ouais. Puis qu'est-ce que l'espace public t'a apporté de plus beau comme voyage, en fait, là, dans tout ça à toi? Je dirais vraiment les jeunes. OK. Ouais, on parlait de nos valeurs tantôt. Je pense que c'est vraiment important d'avoir des bonnes relations. Pas des bonnes de garder des bonnes relations, mais de rencontrer des gens intéressants, que ce soit avec nos employés, avec mes partenaires, avec notre clientèle. C'est vraiment ça qui est super intéressant, de rencontrer des gens intéressants, puis de développer des bonnes relations aussi. Ouais. En tout cas, on adore toujours aller prendre une bière chez vous. Je pense que c'est une atmosphère qui est super décontractée, vraiment comme un pub de quartier. Je pense que vous avez de quoi être fier avec cette ambiance-là. Puis les produits, ben, je te dirais que moi, j'ai rien à dire sur vos produits. Ils sont excellents, tous, autant les uns que les autres. Merci Franck d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous aujourd'hui. Je pense que c'est une belle histoire que vous vivez, qu'il y a des années et des années à vivre encore. Bonne chance dans le projet de l'usine. Merci. Je pense que c'est une question de temps, puis vous allez trouver, je pense, les solutions qu'il faut pour ça. Sinon, on relancera la discussion quand vous allez avoir l'usine, puis un peu d'expérience. Ouais. Vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, vous voulez en entendre plus sur l'entrepreneuriat, la communication, le marketing, l'image de marque, les valeurs, etc. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn. Sinon, on se dit au mois prochain.